plaisir de recevoir le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, Mballo Dia Thiam. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité de parler à vos téléspectateurs. C'est vrai, j'ai été élu secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, B, c'est la FGTS B, qui avait été créée par Feu Sidi Ndiaye, à qui nous rendons un hommage déférent parce qu'il a consacré toute sa vie à la cause du travailleur. Il n'a vécu que pour les travailleurs, c'est pourquoi il a inscrit son action dans le camp du travailleur. Donc un honneur qui m'a été fait, d'autant que ça a été un plébiscite, parce que les 46 départements du Sénégal étaient présents. Il n'y avait pas moins de 300 participants, dont près de 240 délégués. Ils m'ont plébiscité parce que c'est à l'unanimité que j'ai été élu. Il n'y a pas eu de voix contre, il n'y a pas eu d'abstention. Donc à l'unanimité. Donc c'est une des premières. Mais je considère aussi que c'est un sacerdoce, ce n'est pas une sinécure. Parce que nous aussi, nous avons toujours inscrit notre action, pour ne pas dire nos actions, pour le bonheur des travailleurs. Alors justement, en termes d'action, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour accompagner ces travailleurs-là? Oui, nous sommes en train d'inaugurer une troisième voie, parce que nous avons considéré que, étant donné que nous avons notre place, la place dont Sidi Ndiaye rêvait, à savoir faire partie des 5 centrales majoritaires les plus représentatives qui n'auront d'interlocuteurs que M. le Président et le Premier ministre. Donc vous voyez naturellement que nos limites dépassent les ministères sectoriels. Et de ce point de vue, les problèmes qui n'ont pas trouvé réponse au niveau des syndicats sectoriels constituent notre préoccupation, mais aussi les questions qui taraudent les populations, parce que notre action aussi s'inscrit dans la prise en charge des préoccupations des populations, parce que les populations, c'est nous autres, parce que ce sont nos familles, ce sont nos parents, nos enfants qui constituent la famille. Et aujourd'hui, le coût de la vie constitue pour nous une question primordiale, parce que ces questions, même s'ils ont été adressées, n'ont pas été prises en compte correctement par nos devancières, je veux dire les centrales syndicales faîtières, nos devancières, en raison peut-être du pacte de stabilité économique et sociale. Bon, mais qu'à cela ne tienne, les urgences sont dans tous ces secteurs-là, que ce soit au niveau du secteur de l'éducation nationale, vous avez vu la question des décisionnaires, au niveau du monde rural, la loi agro-silvopastorale, et aussi quelques conventions qui avaient été signées dans les grilles de salaire aujourd'hui pour ce qui est du monde rural. Donc ces grilles de salaire sont obsolètes et les salaires ne permettent pas de faire vivre ce monde, ces paysans, pour ne pas dire les paysans, les passeurs, les pêcheurs, tous ceux qui sont dans ce monde rural, alors qu'on pense à une souveraineté alimentaire. Donc c'est les questions de liberté aussi qui nous intéressent. Alors, Mballo Dia Thiam, c'est également la santé. Quel est en tout cas l'état des lieux de ce secteur-là en termes de revendications, surtout avec l'arrivée des nouvelles autorités? Qu'est-ce que vous attendez de ces autorités? Bon, en termes de revendications dans le secteur de la santé, d'ailleurs, M. le ministre de la Santé va recevoir le nouveau ministre à 15h. Et de ce point de vue, nous attendons de lui qu'il nous dise ce qu'il lui aussi attend de nous. Mais arrivé déjà, il trouve sur la table la lancinante question des augmentations de salaire, pour ne pas dire leur harmonisation, autant pour les collectivités locales, parce que Andegesem aussi émerge au niveau de cette plateforme-là. Dans Andegesem, nous avons aussi les personnels, pour ne pas dire les travailleurs, des établissements publics de santé qui ont été considérés comme des personnels non cadres, à savoir les gardiens, les chauffeurs, les garçons et les filles de salle, qui depuis mai 2022 n'ont pas perçu les augmentations, surtout l'indemnité de logement. Okay. Alors, on sait qu'il y a également les travailleurs des collectivités territoriales qui sont en grève depuis presque 2 ans. Est-ce qu'il y a eu en tout cas des satisfactions par rapport aux revendications? Non, vous n'êtes pas sans savoir que ces revendications ont été portées par Sidi Ndiaye en sa qualité de président de l'intersyndicale des collectivités territoriales. Parce que la loi a été votée en 2011,
la loi portant statut du personnel des collectivités territoriales, mais pour autant, aucun décret n'avait été signé pour la mise en œuvre. C'est avec Andeguesem qu'on a secoué le cocotier. Et en 2018, à la veille de notre 18e plan d'action, M. le Président de la République nous a remis les 9 premiers décrets, ensuite les 3 autres. Donc ce sont ces 11 décrets qui doivent permettre la mise en œuvre de la fonction publique locale. Et de ce point de vue, donc, on va les assimiler comme les fonctionnaires de l'État. Ils auront leur imputation budgétaire, ils vont migrer de l'IPRES au Fonds national de retraite. Et ensuite, ils auront la possibilité d'avoir la mobilité horizontale, donc de trouver une affectation d'une collectivité à une autre, et ensuite vers le haut, une mobilité verticale. Donc nous pensons que c'est un grand chantier par rapport à cela. Et maintenant, pour les collectivités aussi, Sidia Ndiaye a quitté ce bas monde le 14 juin passé. Pendant qu'il était vice-président de Andeguesem, j'ai assuré la présidence. Et c'est quelque temps après la rencontre qu'on a eue avec M. Amadouba, Premier ministre, qui nous avait demandé une trêve de 15 jours pour pouvoir procéder au recensement intégral de tous ces ayants droit, pour ne pas dire les bénéficiaires de ces augmentations. Et malheureusement, Sidia Ndiaye nous a quittés quelque temps après. Et Amadouba nous avait demandé une trêve de 15 jours. Et nous sommes dans une trêve de 15 jours. Mais seulement pour ce qui est de Andeguesem, depuis lors, nous sommes en train d'observer ce qu'on appelle la rétention de l'information sanitaire. Aujourd'hui, le système est devenu complètement aveugle. Mais vous ne pensez pas aussi que c'est une méthode de trop, aller jusqu'à en tout cas faire une rétention de ces données-là sanitaires, parce qu'avec ça, on ne peut rien faire en fait, surtout les organisations qui s'appliquent dans le domaine de la santé. Évidemment, mais je pense que mieux vaut s'attaquer, faire une grève de données sanitaires que de qu'on ait à faire souffrir les malades. Parce que quand on fait la grève au niveau d'Andeguesem, vous savez que toutes les structures sont fermées, sont bloquées. Et c'est des souffrances aussi, bien qu'on ne soit pas responsable. Parce que le législateur, il prescrit un préavis de grève, c'est 30 jours francs. 30 jours francs pour discuter, pour éviter la grève. Maintenant, s'il prend 30 jours francs, l'autorité ne convoque pas. Donc, s'il y a la grève, ce n'est pas de la responsabilité du syndicat. Et ensuite, si on signe des accords aussi, c'est pour les appliquer. Si on ne les applique pas aussi, c'est source de contentieux et de conflits. Maintenant, malheureusement, dans ce pays-là, on ne s'occupe que des conséquences. Mais les causes, les gens ne s'y attardent pas. Et les causes sont réelles. Pourquoi le gouvernement donc devra-t-il regarder ces agents des communautés, des collectivités territoriales depuis mai 2022 sans jouir, disons, de ces augmentations-là dont ils ont droit, parce que c'est la loi qui prescrit cela. Et vous pensez que ça aussi, c'est normal. Est-ce que ce n'est pas de trop aussi de l'autre côté? Donc, on peut dire qu'il n'y a pas eu, en tout cas, de satisfaction depuis lors jusqu'à présent. Oui, sur la question des augmentations de salaires, surtout ce qui concerne les normes de logement, tout comme aussi les conseils en travail social. Vous voyez ces catégories de personnes qui sont à la hiérarchie A, dont le corps est dépouillé de toute indemnité. Et donc, c'est les personnels qui font un concours, qui se capacitent, ils sont à Bac plus 6. Et à partir de Bac plus 6, quand ils sortent, donc leur salaire baisse de 200 000 ou bien de 180 000 à 200 000, voyez-vous. Est-ce qu'on peut avoir un progrès social? Maintenant, le syndicat, son job, c'est quoi? C'est la revendication. Et non pas autre chose à faire. Et parce que si on nous avait mis dans les conditions dans lesquelles on a mis certaines catégories, on a mis certaines catégories de personnel qui n'auront pas, qui ne feront pas la grève, parce qu'au moins ils ont renoncé à la grève parce qu'il y a une contrepartie. Si on était dans ces situations-là, parce que nous sommes dans des secteurs névralgiques ou dans des secteurs à haut risque, on ne serait pas dans la rue parce que nous n'habitons pas la rue. La rue n'est pas notre maison, c'est à côté des malades. Je vous apprends que depuis le 7 mars 2023, date à laquelle M. le Premier ministre nous avait demandé une trêve de 15 jours seulement, jusqu'à date, on n'a pas eu de rencontre. Et d'ailleurs, nous courons derrière une plénière de restitution. Et pour votre gouverne, récemment, j'ai écrit à son Excellence Ousmane Sonko, Premier ministre, pour lui dire que Andeguesem réclame cette plénière de restitution. Parce que quand même, en interne, les plénipotentiaires du gouvernement avaient réfléchi sur ces augmentations, comment faire en sorte pour faire bénéficier les autres. Les plénipotentiaires ont travaillé, mais avec leur calendrier électoral démentiel, il n'y a pas eu donc de plénière de restitution, et celui qui avait demandé cette trêve, malheureusement, il a été emporté par ces vagues-là. Et donc, nous sommes là en train d'attendre. Non, il n'a pas répondu. Bon, ça fait tout juste peut-être
bon, on peut peut-être plus de 96 heures, ou, enfin, ça n'a pas fait encore fait une semaine. Mais nous pensons qu'avec son pragmatisme, sa proactivité, nous pensons qu'il va nous inviter incessamment, parce que tant qu'on ne règle pas ces questions-là, donc nous serons obligés de connaître cette rétention de l'information sanitaire, parce qu'on ne peut pas aller en lutte qu'une partie soit satisfaite depuis mai 2022 et qu'une autre donc, soit dans l'expectative. Jusqu'à présent, nous avons un problème, disons, de conscience par rapport à cela. Mais... On va parler en tout cas de nouvelles négociations avec les nouvelles autorités qui viennent d'arriver. Bon, qu'à cela ne tienne, on suivi des accords, parce que ce document-là qu'on a préparé, c'est pour le présenter au nouveau ministre de la Santé. Donc, vous voyez, on suivi des accords avec André-Guesson. Il y a des accords qui ont été satisfaits à moitié, d'autres aux trois quarts. Maintenant, il suffit, avec cette évaluation-là, ce suivi-là, d'abord. Maintenant, peut-être de nouveaux engagements seront pris. Et aussi, on attendra aussi de les juger sur les actes. Donc, on n'a pas d'a priori, on n'a pas de préjugés sur quoi que ce soit, mais nous les attendons sur les actes et non sur les procès, sur les intentions. Alors, vous n'avez pas également de crainte par rapport au fait que le nouveau ministre n'ait pas d'incorporation, le fait que peut-être qu'il n'ait pas une certaine maîtrise en tout cas du système? Donc là, ça n'a jamais été notre problème, parce que ceux qui sont du Sérail, peut-être n'ont pas fait plus ou mieux que ceux qui n'étaient pas du Sérail, parce que Abdou Fall est passé, et c'est un économiste, Abdou Fall. Bon, il a fait de grandes choses. Issa Mbaye Samb, il n'était pas médecin, mais pharmacien, mais il a fait beaucoup de choses. Mais il y a aussi Hassan Diop aussi, un déteneur aussi, qui est passé, tout comme aussi Fada, Ousmane Ngom, je ne vais pas en citer comme ça. Donc pour nous autres, ce n'est pas un problème, disons, d'appartenance, parce que quand quelqu'un a une approche, donc, disons, managériale assez remarquable, nous pensons que c'est possible. Ce n'est pas un problème d'appartenance, non, pas parce qu'il ne s'agit pas de gérer la maladie, il s'agit de gérer la santé des populations. Donc c'est des choses. Ou tous les deux aussi. Gérer la maladie, donc ça se passe au niveau curatif, mais gérer la santé des populations, aller dans une approche plus préventive que curative, c'est ça l'orientation à laquelle on convie tout le monde. Parce qu'on n'aura jamais assez d'argent pour soigner tout le monde. Quels sont en tout cas les éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour en tout cas mieux développer ce secteur-là de manière générale en tant qu'acteur? Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement faire selon vous? Voilà, il y a un plan national de développement sanitaire et social, c'est un document de référence du pays. Maintenant, par rapport à cela, il faut revisiter donc, certaines avancées pour voir si elles ont été positives et ensuite refaire tout cela. Nous pensons qu'on doit être dans un ministère de la Santé et de l'Action sociale et non dans un ministère de la médecine ou des médecins. Ça, je pense que, donc on veut simplement qu'on soit donc, dans une approche sanitaire, bon, en mettant en avant les déterminants de la santé pour qu'on ait moins de malades ou bien moins de maladies ou moins de maladies graves, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura toujours des maladies, c'est l'approche-là. Ensuite, la santé et l'action sociale, parce que l'action sociale aussi, disons, tout comme la santé, sont des disciplines complémentaires, pour ne pas dire des entités complémentaires, et d'égale dignité. Mais ici, l'action sociale aussi est ravalée et conçue même le parent pauvre du système, avec de maigres ressources, autant humaines, financières que matérielles. Et or, nous pensons que pour un pays aussi sous-développé que le nôtre, pour ne pas dire en voie de développement, il y a beaucoup de choses à faire, mais qui ne soient pas de l'assistanat. Parce que depuis 2008, nous avons proposé le changement de paradigme. Donc, le changement de paradigme allait vers d'autres approches préventives que des approches d'assistanat, assistentielles pour l'action sociale ou bien curatives pour la santé. Et qu'en est-il également tout ce qui concerne le plateau médical, mais également la disponibilité des médecins spécialistes un peu partout dans le territoire? C'est des fortunes diverses parce qu'il y a eu des hôpitaux de dernière génération qui ont été construits avec des équipements aussi de dernière génération. Mais à l'opposé aussi, il y a des hôpitaux aussi qui n'ont pas le minimum requis pour cela. Les ressources humaines aussi, surtout les spécialistes, donc considèrent des denrées rares, alors que c'est un tout. Quand on parle de couverture maladie universelle,
et au-delà de couverture sanitaire universelle, c'est que le Sénégalais, là où il se trouve, à n'importe quelle heure de la journée, et quel que soit son pouvoir d'achat, qu'il puisse se soigner, mais des soins aussi de qualité. Donc dans cette perspective, vous voyez qu'il y a beaucoup de gaps infrastructurels, des gaps en équipement et même des gaps en ressources humaines. Donc on est encore très loin du bout du tunnel par rapport à cela. Donc c'est des fortunes diverses par endroits, c'est bien. Mais ce qu'on voudrait simplement qu'on approche, qu'on adresse le financement de la santé dans une perspective globale, pour ne pas dire holistique. Parce que autant il y a des subventions d'exploitation qui ne couvrent pas les charges, mais aussi, au contraire aussi, il n'y a pas de subventions d'investissement. Parce que ce sont ces investissements-là qui permettent de renouveler le matériel et aussi d'en acquérir de nouveaux. Mais tant qu'on n'a pas ce BCI-là, ce budget consolidé d'investissement, on aura toujours des problèmes parce que aussi, si on arrivait à exploiter et avoir des excédents de croissance, on pourrait investir. Mais dans l'exploitation, quand on est toujours dans les déficits budgétaires, donc on ne pourra pas investir. Vous avez parlé tout à l'heure du budget de la couverture maladie universelle. Quelles évaluations faire par rapport à ça également? Bon, là aussi, nous avions nous avons posé la question de l'ancrage. Bon, parce que c'est le ministère de la Santé qui vendait les soins et qui les achetait. Donc les fonctions d'acheteur et de vendeur de soins. Bon, nous nous sommes battus. Finalement, l'acheteur est devenu le développement communautaire et le vendeur, naturellement, le ministère de la Santé. Mais pour autant, les dettes ont continué à s'accumuler. Parce que quand quelqu'un achète ou bien quand il devient un mauvais payeur, je pense qu'il y a une manière donc, de le contraindre à payer. Donc nous sommes dans un cycle d'endettement permanent. Donc ça pose aussi la problématique du financement donc, de la couverture sanitaire universelle. Ailleurs, on s'est arrangé pour agréger beaucoup de financements qui permettent de couvrir les charges. Donc les gens justifient disons, les activités. Ici, on a beaucoup d'activités alors qu'on n'a pas de ressources, à contrario. Et ce sont les partenaires au développement qui nous aident pour la plupart du temps. Le budget de la santé n'atteint même pas 10%, on est aux environs de 9 et quelques. Et c'est vrai, le budget seulement ne suffit pas, mais nous avons ce problème-là. Alors, vous voyez, ensuite, maintenant, de l'autre côté aussi, nos parents donc, ne sont pas habitués à la prévoyance. On n'est pas dans les mutuelles. On peut forcer des gens pour les assurances, mais tout cela doit être donc, abordé d'une manière globale pour qu'on puisse avoir un système où les gens peuvent être soignés sans sortir de l'argent, mais par un paiement indirect. Parce que tant qu'il y a le paiement direct, donc c'est des niches de corruption, etc. Et ça ouvre les portes à tout. Donc, merci beaucoup. En tout cas, on avait le plaisir de recevoir Mbalo Dia Thiam. Je vous en prie, tout le plaisir est à moi. Et bonne fête du travail à vous tous.